Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver dans cette autre présentation. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager afin d'agrandir notre communauté. Nous allons poursuivre avec la thématique qu'on a entamée depuis plusieurs séances maintenant, d'accord? Qui porte en fait sur la tokenisation et les paiements électroniques. Les objectifs de cette présentation se déclinent comme suit. La dernière fois, nous avons vu en fait les phases d'émission de tokens et les phases d'approvisionnement de stockage de tokens. Donc aujourd'hui, nous allons présenter la phase de présentation de tokens et la phase de traitement de tokens. D'accord? Donc vous allez voir la présentation, le processus de présentation de tokens. Nous allons également voir les caractéristiques de présentation de tokens. Ensuite, le processus de traitement de token, ainsi que les caractéristiques de traitement du token. Et enfin, nous allons voir, si le temps le permet, en détail les caractéristiques d'un token de paiement. D'accord? On rentre directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la phase de présentation de jetons? Il faut savoir que c'est un processus du jeton de paiement qui est présenté ou mis à la disposition du commerçant pour démarrer le flux de traitement des jetons. Donc, c'est une phase, bien évidemment, qui se produit avant le traitement des jetons. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette phase-là, lorsque la transaction est initiée par le marchand, cette phase n'existe pas, cette phase n'a pas lieu d'être. Puisque le marchand possède déjà le jeton de paiement à son niveau, c'est la phase de traitement de jetons qui sera tout de suite déclenchée par le marchand. Maintenant, les caractéristiques de la phase de présentation. Une des caractéristiques, c'est que le consommateur doit avoir accès à la technologie permettant la présentation du jeton d'une part et également, d'accord, à l'environnement d'acceptation. Donc, le dispositif du porteur doit être présent et proche, ou bien présent, ou bien ne pas être proche du dispositif d'acceptation du marchand. Quand c'est proche, c'est une transaction directe avec contact. Quand c'est non proche, en fait, c'est une transaction communication à distance, en ligne ou par mobile, d'accord? Et le dispositif d'acceptation du marchand peut être physique, c'est une des caractéristiques bien évidemment de cette phase-là. Le dispositif d'acceptation du marchand peut être physique ou non physique. Maintenant, concrètement, comment se présente ce flux-là? Donc nous avons le token ici, la présentation du token ici qui est représenté ici. Donc nous avons trois liens spécifiquement. Donc on a la relation entre le commerçant, le titulaire, par exemple le titulaire des cartes et le commerçant qui est là. C'est une relation qui existe bien avant, qui peut ne pas être liée, rattachée spécifiquement à le traitement de transaction avec token. Donc c'est une relation qui est mise en œuvre lorsque la transaction est initiée par le titulaire des cartes avec un jeton de paiement, d'accord? On va dire le titulaire des cartes ici présente le jeton au marchand en quelque sorte, d'accord? Maintenant, dans la deuxième phase, on a ici le C2, c'est entre, on va dire, le titulaire des cartes et le token requestor, le demandeur de token. Donc c'est une relation bien évidemment qui peut exister de façon naturelle, d'accord? Donc ici le titulaire des cartes peut ne pas avoir conscience du rôle en fait du token requestor et il sélectionne juste la méthode de paiement, d'accord? Donc le pan affilié à un jeton de paiement dans le token requestor. Si vous avez bien compris cette partie, c'est que dans cette phase-là, dès que en fait la transaction est initiée par le titulaire des cartes avec un jeton de paiement, c'est la phase de présentation, on va dire, du jeton au commerçant. Maintenant, à ce niveau, dans cette seconde relation, est caractérisée, on va dire, par la sélection de la méthode de paiement. D'accord? Dans le token. La troisième relation ici, d'accord, c'est entre le marchand et le demandeur de token. Donc, dans toutes les transactions, dans toutes les options, les cas d'utilisation qu'on va voir, cette relation-là doit forcément exister. Donc, dans le cas où le marchand, le demandeur de token initie le traitement de jetons, les données requises lui sont, les données de paiement en fait, lui sont fournies par le token requestor. Par contre, quand en fait c'est le token requestor qui initie le traitement du jeton, les données requises lui sont fournies par
le marchand. Maintenant, on passe au traitement de jetons. Le traitement de jetons, c'est quoi? Le traitement de jetons se produit lorsque le jeton de paiement et les données connexes sont traités pour obtenir une décision d'autorisation pour une transaction. Donc, c'est en ce moment que la phase d'autorisation est lancée, bien évidemment avec le jeton de paiement. Les caractéristiques de cette phase, d'accord, c'est que ici, au niveau de cette phase, il y a prise en compte de l'entité qui initie la demande de jetons de paiement et aussi la prise en charge des champs de contrôle des jetons. Donc, l'entité qui initie la phase de paiement avec jetons et également certains contrôles qui doivent être mis en œuvre. Donc, la manière dont le jeton de paiement est traité dépend du cas d'utilisation qu'on a en face. Donc, quand on parle de token payment request store, d'accord, l'entité en fait qui initie la demande de jetons de paiement, ça peut être, on va dire, un marchand, un fournisseur de services tiers. Maintenant, les champs de contrôle ici de jetons, ça c'est le cadre technique, en fait, les champs qui sont envoyés, les champs qui doivent être présents au niveau de la transaction, tout ça. Bon, ça, on va le voir plus loin dans une autre présentation, d'accord? Maintenant, les caractéristiques du jeton de paiement. D'abord, avant de parler des caractéristiques du jeton de paiement, il faut d'abord savoir que l'intégrité du jeton de paiement est assurée par deux choses. Il y a la méthode d'assurance du jeton qui est mise en œuvre au niveau de la phase d'émission et d'approvisionnement du token. Et il y a les contrôles de restriction du domaine du jeton au niveau de la phase de présentation et de traitement, comme ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, ces deux méthodes-là permettent d'assurer l'intégrité du jeton de paiement. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques d'un jeton de paiement unique en détail. Donc, dans différents tableaux, je vais vous donner ici vraiment beaucoup de détails par rapport au jeton de paiement. La première caractéristique, c'est le mode d'utilisation du token. D'accord. Donc, ce mode-là peut être basé, on va dire, sur l'emplacement du token et le domaine de restriction. Le contrôle au niveau du domaine de restriction. Ça peut être sur un terminal, un dispositif spécifique. Ça peut être sur, on va dire, un marchand, au niveau d'un marchand spécifique. D'accord. On peut utiliser le token par get checkout. Le get checkout, c'est lorsque l'entité, le porteur du titulaire de carte ne crée pas de compte avant de pouvoir déclencher une transaction, par exemple. Donc ça, c'est le get checkout. On a également le mode d'utilisation, le token par token user. Peut-être c'est quand le token peut être utilisé par un marchand, d'accord, qui n'est pas le demandeur de token, d'accord. Donc device spécifique, merchant spécifique, le get checkout et le token user. Maintenant, on va vous donner en détail et même plus ici ces différents, à quoi en fait on veut faire allusion par ces différents modes de token de paiement là. Donc on a vu le guest checkout tout à l'heure. Le mode de paiement là avec token est mis en œuvre par lorsque les clients peuvent effectuer des achats sans créer de compte, d'accord, ou stocker leurs informations de paiement. Les détails de paiement sont entrés manuellement à chaque achat. Nous avons également le account on file qu'on appelle le AOF. On n'a pas vu ça tout à l'heure, mais c'est également un mode de paiement avec token. Donc ici, les clients peuvent stocker leurs informations de paiement dans un compte sécurisé en ligne, d'accord, et pouvoir maintenant les utiliser ultérieurement. Donc les détails de paiement sont bien évidemment stockés sous forme de token de paiement. Nous avons également le one-click checkout. Le one-click checkout, à ce niveau, les clients peuvent d'accord, effectuer des achats en un seul clic sans avoir à saisir manuellement des informations de paiement. Donc les détails de paiement sont bien évidemment stockés sous forme de token. D'accord. On a le merchant token. Au niveau du merchant token, les marchands peuvent émettre des tokens de paiement pour des transactions récurrentes. D'accord. Et les lier avec un compte de facturation. Donc digital wallet, c'est les informations de paiement sont stockées dans une application de portefeuille numérique, d'accord, pour une utilisation facile dans les environnements de paiement. Donc on a le card on file. Le card on file, c'est à ce niveau, les clients peuvent stocker leurs informations de carte de paiement pour des achats futurs. Les détails de paiement sont stockés bien évidemment sous forme de token. On a enfin le mode de paiement avec token, le on-demand token. Ici, les tokens de paiement sont générés
à la demande pour une transaction unique. Donc c'est pas stocké pour une utilisation ultérieure, c'est généré à la demande. Et ils sont utilisés pour des transactions où les informations de paiement ne doivent pas être stockées pour une utilisation ultérieure. Donc, quand vous regardez ici le one-click checkout, on peut se dire que le one-click checkout et le card on file, c'est la même chose, mais il y a une petite différence. Il y a une petite différence entre les deux. Ici, au niveau du one-click checkout là, il n'y a pas saisie manuelle des informations de paiement, tandis que à ce niveau, au niveau du card on file, il y a saisie, d'accord, des informations de paiement lors de la transaction. Amazon utilise le plus souvent le one-click checkout, même et également le card on file. Ils utilisent ça beaucoup. Autre caractéristique, c'est en fait le token assurance méthode. Donc ici c'est basé en fait sur des cas spécifiques. Il y a différentes méthodes qu'on peut avoir à ce niveau. Donc je vais vous décliner quelques méthodes tout à l'heure. Il y a également le token domain restriction control qui sont en fait des contrôles rattachés à certains contextes qui permet en fait à restreindre en fait l'utilisation du token au niveau de certains domaines, au niveau de certains sites par exemple. D'accord. On a également en fait le token cryptogramme. Le token cryptogramme peut être utilisé ou pas utilisé. Donc ça c'est une des caractéristiques. Une dernière caractéristique, c'est l'initiateur du type de transaction. Qui est-ce qui initie la transaction? D'accord. Est-ce que c'est le porteur des cartes? Est-ce que c'est le marchand? D'accord. Donc ça également c'est l'une des caractéristiques liées au token de paiement. Maintenant, pour vous donner un peu les détails sur ces cas d'utilisation là, donc ici sur la méthode d'assurance de token, de quoi s'agit-il? En fait, c'est l'utilisation d'algorithmes de cryptographie pour valider l'authenticité des tokens, d'accord, lors des transactions. Donc à ce niveau, ça permet en fait de vérifier l'identité du titulaire de carte qui est là, d'accord, et permet également de surveiller le comportement suspect ou les transactions non autorisées par exemple. Il y a également des contrôles de sécurité qui sont faits avec cette méthode là, d'accord, et également la révocation de token qui peut être possible à ce niveau lorsqu'il y a par exemple perte de token ou bien vol compromission par exemple. Donc, quand on parle de token domain restriction, de quoi s'agit-il? D'accord, c'est des mesures de sécurité qui sont utilisées pour restreindre l'utilisation des tokens à des domaines ou à des contextes spécifiques. D'accord, ça limite en fait l'utilisation des tokens. Donc, cela peut se faire à travers des URL à des sites. Donc, il y a des sites qui peuvent être autorisés et d'autres pas. Donc, ça permet en fait à ce que les tokens soient utilisés, bien évidemment, sur les sites qui ont été approuvés par l'émetteur de tokens. Donc, quand on parle de token de cryptogramme, c'est une chaîne de caractères alphanumériques, d'accord, générée par un système de tokenisation. Donc ça permet en fait de remplacer les données de paiement et c'est utilisé dans les systèmes de paiement sans contact. Maintenant pour finir, la dernière caractéristique c'était la transaction par token initiée par le porteur et également la transaction par token initiée par le marchand. D'accord. Quand c'est initié par le porteur, le client, d'accord, ici à ce niveau c'est le porteur, le client qui est à l'origine de la demande de transaction. Par contre, ici, d'accord, quand c'est initié par le marchand, c'est le marchand qui est à l'origine de la demande de transaction. Ici, à ce niveau, le client utilise le token de paiement stocké sur le serveur du marchand ou du prestataire de service de paiement pour effectuer la transaction. Par contre, quand c'est au niveau du marchand, ici, c'est le marchand utilise l'API du prestataire de service de paiement pour récupérer le token de paiement du client et effectuer la transaction. Également, le client peut initier la transaction en se connectant à son compte client sur le site web du marchand en utilisant une application mobile ou un lien envoyé par le marchand. Tandis que au niveau du marchand, quand c'est initié par le marchand peut initier bien évidemment la transaction en utilisant l'API du prestataire de service de paiement pour récupérer le token du client.
Et pour finir, ces deux informations-là sont identiques de part et d'autre. Le token de paiement remplace les informations de paiement sensibles quand c'est initié par le porteur, également par le marchand. Ceci met un thème à la quatrième partie de notre thématique qui porte sur la tokenisation et les paiements électroniques. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine pour la suite. Bye.